Bonjour madame, bonjour monsieur, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire sur Zouk TV, comme chaque mercredi après-midi. Et comme chaque mercredi après-midi, je suis accompagné d'une amoureuse de la lecture. Et aujourd'hui, nous avons la joie, l'immense plaisir, je pourrais dire, d'accueillir une habituée de Plaisir de lire. Donc, nous disons bonsoir à Marie-Laurence Delors. Alors, bonsoir Olivier. Puis merci. Alors, je voudrais vous souhaiter à l'équipe de Zouk TV bonne continuation. Et les meilleurs vœux et on va dire aussi bon courage, parce qu'il faut du courage pour faire tourner les émissions. Et puis merci à tous les personnels qui m'accueillent avec gentillesse. Voilà. Merci beaucoup Marie-Laurence pour ces gentilles paroles et bonne année à toi. Et bonne année à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de nous regarder en janvier 2022. Donc nous avons jusqu'au 31 janvier, donc nous en profitons. Donc Marie-Laurence, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Bien, on va parler de Spinoza, mais avant de parler de Spinoza, comme j'ai un peu plus de temps que d'habitude, alors je me ferai plaisir, et puis je ferai plaisir à ceux qui m'écoutent, d'abord pour leur souhaiter mes vœux. Donc, d'abord mes vœux pour 2022. Mes pensées vont d'abord à 3 médecins dévoués et consciencieux et bienveillants qui nous ont tragiquement quittés. Mes pensées vont aussi à tous les invisibles, médicaux, paramédicaux, aide à la personne, hospitaliers ou non, qui n'ont pas déserté et qui, depuis 2 ans, se battent stoïquement au quotidien, chacun à leur niveau, pour sauver des vies et soulager les plus faibles. Je leur suis reconnaissante et leur dis bonne année 2022. Mankadio Tchimbéred, Foc encore plus fort. Une dernière pensée à tous ceux qui ont perdu un proche, force et puis courage. Alors, je voulais dire pour les vœux que, en général, les questions de vœux, on voit ça comme un rituel. Mais les rituels sont nécessaires. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres temporels. Et le temps, c'est quoi? Le temps veut dire 2 choses, la surprise et aussi, on va dire, la surprise et la tempête. La surprise, pourquoi? Parce qu'il y a toujours de l'inattendu. C'est ça le propre du temps. Et la tempête, c'est parce qu'il faut toujours trouver quelque chose qui puisse nous éviter de commettre l'irréparable. C'est ça le temps aussi. Trouver le moment opportun et faire de telle façon de ne pas commettre l'irréparable. Et donc, entre ça, il y a des rituels et donc les vœux. Donc, ce qui explique pourquoi nous essayons d'apprivoiser le temps à travers les calendriers, à travers les cérémonies de vœux. Alors, avant de commencer sur Spinoza, je disais que je voulais me faire plaisir, parce que je me fais plaisir avant, après vous aurez à constater si je vous fais plaisir, mais je voudrais revenir sur 3 mots. 3 mots que j'entends de façon permanente sans pour autant être satisfaite de ce qu'on en dit. Alors, ces 3 mots, je vais commencer par celui d'exaspération, parce que la situation, c'est vrai, pousse au découragement et à l'exaspération. Alors, qu'est-ce qu'exaspérer? On a l'impression que l'exaspération, c'est souffrir, subir une situation contre notre volonté. Et on vit l'exaspération comme une contrainte. En fait, on se trompe. Il ne faut pas confondre résignation et exaspération. Quelle est la nuance entre les deux? Alors, résignation et exaspération, voilà. c'est pas synonyme. C'est pas synonyme. D'accord. C'est différent. Différent dans la mesure où dans la résignation, il n'y a pas de voix. On est totalement passif, on est totalement soumis aux exigences du temps. C'est-à-dire qu'on perd, on va dire, la main sur nos existences.
nos existences sont agies de l'extérieur. C'est ça la résignation. Par contre, dans l'exaspération, il y a une lumière qui se lève. Autrement dit, j'ai un projet, je veux changer de vie, mais il y a une situation qui m'en empêche. J'ai des obstacles. Donc, l'exaspération, ce n'est pas une contrainte. Elle ne nous condamne pas à l'impuissance. Au contraire, c'est la manifestation de notre liberté. C'est le signe que nous voulons progresser et changer de vie. Et donc, quand les personnels ont dit qu'ils sont exaspérés, c'est parce qu'ils ont un projet de sortie, quel que soit ce projet. Donc, l'exaspération n'est pas un signe négatif. Au contraire, on puise de l'énergie pour aller vers du nouveau. Donc, ne pas confondre exaspération. Est-ce que, par rapport à ce que tu dis, Oui. Est-ce qu'on peut considérer que l'exaspération est une étape, Oui. une étape, une phase pour le progrès, pour le changement, Oui, pour la tout à transformation? fait. Une étape obligatoire, indispensable. Parce que Indispensable. Pourquoi? Parce que quand on formule un projet, il y a bien des obstacles. Et donc, c'est parce qu'il y a des obstacles qu'il y a un frein. Et ce sont ces freins qui nous permettent d'avoir une stratégie et surmonter. Et c'est pourquoi on peut souhaiter que nos jeunes on puisse les aider à surmonter les obstacles, pas les supprimer. Donc l'exaspération, c'est le signe que nous sommes sur le chemin de la liberté, mais ce chemin-là, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des obstacles, et bien, on va les surmonter. D'accord. D'accord? Donc, voilà la première chose. La Donc, deuxième. La deuxième, c'est l'obligation et la contrainte. Alors, on a parlé souvent d'obligation et de contrainte, en confondant obligation et nécessité, par exemple. Une obligation n'a de sens que si, seulement et seulement si je suis libre. Autrement dit, je suis libre de faire ou de ne pas faire. Je prends un exemple. Un élève a obligation de me rendre son devoir de philosophie. N'est-ce pas? Autrement dit, il a le choix de se soumettre à cette exigence pédagogique ou pas. Et tout le monde sait que, bon, mais il y a de ceux qui ne remettent pas. Maintenant, ils assument après. Par contre, la nécessité, c'est ce qui ne peut être autrement. Exemple, la digestion. La digestion, ça ne dépend pas de moi. Je n'ai aucun pouvoir d'agir sur les sucs digestifs. Avec ou contre moi, cette digestion se fera. Ça, c'est la nécessité. Donc, l'animal est soumis à la nécessité de ses instincts. Comme nous sommes soumis à cette nécessité d'être des sujets mortels. Je ne peux pas échapper à ma mortalité. Par contre, l'obligation, c'est que je peux choisir. Alors, il faut donc préciser que très souvent, on confond obligation et contrainte. La contrainte, c'est le pistolet que le voleur me pointe là et me dit la bourse ou la vie. Autrement dit, bail, il peut tuer moi, pas bail, il peut tuer moi. Autrement dit, je n'ai pas le choix, c'est lui qui me dirige comme une marionnette. Oui. Une question justement par rapport à cette idée de contrainte-obligation, parce que souvent, lorsque nous parlons, on a tendance à confondre ou en tout cas mélanger les deux, obligation et contrainte. Oui. Tu as pris un exemple que j'ai trouvé intéressant. Les élèves qui doivent remettre leurs devoirs. Oui. Tu as dit que c'est une obligation parce que dans cette obligation, l'élève utilise sa liberté. Oui. Mais certains élèves pourraient dire, mais je ne suis pas libre puisque si je ne remets pas le devoir, je suis puni. J'aurai une sanction. Donc, est-ce que la sanction n'est pas une forme de contrainte? Non. La sanction, c'est l'expression de la responsabilité. Autrement dit, une liberté n'est jamais sans risque. Quand on prend la petite chèvre de M. Seguin, la petite chèvre de M. Seguin l'avait mis dans un bel enclos et tout, mais la petite chèvre avait besoin d'aller dans la montagne. Elle avait tout dans son enclos. Elle a surveillé, elle est partie.
Maintenant, elle a gambadé et quand elle a vu retourner, ben, c'était trop tard. Elle a été dévorée par le loup. Est-ce à dire que il faut la condamner? Mais elle a été libre à un moment. Ben, elle a payé un prix. Alors, le tout, c'est de savoir, est-ce que je suis en capacité d'accepter le prix? Il y a toujours un coût au choix que nous faisons. Hein? C'est-à-dire que si j'ai froid et que je fais monter la vitre, et toi, tu as chaud, ben l'autre, bon, ben il aura chaud. Parce que moi, j'ai froid. D'accord? Donc, il y a toujours un coût pour nos existences à être libres. Il n'y a pas de liberté sans coût et sans prix. Et donc, faire croire ça, c'est oublier qu'en réalité, une liberté sans conséquences, ça n'existe pas. Une liberté, ça a toujours des conséquences. Une liberté sans responsabilité, ça n'existe pas. Ben, c'est l'absence de liberté. Pourquoi? Parce que je suis soumis aux exigences de mon corps. Mon envie fait ça, mon cas fait ça, mon envie jeter ça, mon cas jeter ça. Pas dis-moi rien. C'est pas ça, la liberté. J'ai envie de mettre mon poste de radio le soir à 23h. Tant pis pour le voisin, c'est ma liberté. Non. Il y a des conséquences. Tu peux le faire. Mais si le voisin appelle la police, il ne faut pas crier. Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'obligation ne supprime pas ma liberté. Elle crée les conditions pour que ma liberté s'exerce, je dirais raisonnablement. C'est ça, raisonnablement. Mais ça ne va pas m'empêcher d'être déraisonnable. Mais il y a des gens qui sont déraisonnables. On ne va pas les empêcher. Simplement, ils sont au plus bas degré de la liberté. Contrairement à la contrainte, tu disais, ne permet pas de jouir de cette liberté. Non, c'est l'autre qui a confisqué ma liberté et c'est lui qui décide à ma place. D'accord. Pourquoi? Parce que ma vie est entre ses mains. Et c'est lui qui peut décider, bon, tu m'as donné, mais on ne sait jamais, j'ai pas envie de laisser un témoin. Paf! C'est ce qui lui passe par la tête. Et il tue la personne parce qu'il ne veut pas laisser de témoin. Par contre, il peut se dire, bon, ben, je la laisse, bon, mais je la laisse dans le désert pour qu'elle ne puisse pas retourner. D'accord? Bon. Donc, il peut se donner de fausses bonnes raisons et dire, m'en pas tué. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Une obligation, les animaux n'ont pas d'obligation. Seuls les êtres humains ont des obligations parce qu'ils ont la capacité de choisir. Donc, voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci pour cette belle introduction. Voilà. Ça nous permet d'éviter l'amalgame entre des termes qu'on a tendance à employer, oui, comme des synonymes d'ailleurs. Et oui, tu nous as bien montré la nuance. Oui, donc entre les trois. nos existences sont peuplées d'obligations. C'est-à-dire ces obligations sont des conditions de ma liberté. Mon emploi du temps, c'est une obligation, mais ça permet d'avoir les élèves. Sinon, j'aurais eu un élève à 8 heures, un autre élève. Tout le monde a fait ça, l'obligation, c'est l'emploi du temps, c'est une obligation liée à mon service. Je dois faire 18 heures, 20 heures, 21 heures de cours. Bon, ben, ce sont des obligations professionnelles. D'accord. Alors, oui. tu as prononcé le nom d'un monsieur et je voulais te dire, pour te taquiner un petit peu, est-ce que nous devons avoir peur? Tu as prononcé le nom de Spinoza. Oui, alors... Donc, est-ce que... Non, alors, heureusement que tu as commencé par ce mot de peur parce que Spinoza distingue deux types de passions. Les passions tristes et les passions, on va dire, joyeuses. Les passions tristes, mais c'est la peur. Et qu'a fait la peur? La peur pompe notre énergie et nous rend dépendants totalement du corps. Et nous empêche de développer notre puissance d'agir. Donc, pour te répondre, malgré la difficulté, on ne peut pas avoir peur de Spinoza. D'accord? Maintenant, lire Spinoza, comme lire n'importe quel philosophe, c'est affronter une difficulté.
comme notre existence, nous affrontons des difficultés. D'accord? Donc, c'est pas plus ou moins. C'est-à-dire que si je m'intéresse à ce que je fais, si j'ai un intérêt à ce que je fais, je vais gérer la difficulté. Donc, je ne vais pas nier qu'il y a des auteurs beaucoup plus faciles que Spinoza. Et pourtant, Spinoza, c'est un auteur que j'ai apprécié depuis la terminale. C'est-à-dire que ce n'est pas en faisant mes études supérieures que j'ai apprécié Spinoza. Pourquoi j'ai apprécié Spinoza? Parce que la philosophie de Spinoza éclaire nos vies. La joie, la sagesse, comment faire pour mieux vivre. Alors il dit, et je vais revenir à la fin là-dessus, il ne s'agit pas de pleurer, ni de condamner, ni de blâmer. Il faut comprendre et connaître le monde. Voilà cet homme, Baruch Spinoza, homme du XVIIIe siècle, qui nous dit déjà ça. Alors, qui est Spinoza? On va le présenter, cet homme-là, un monument, au sens où sa philosophie, c'est une totalité, c'est bien ça. Issu d'une famille juive portugaise, qui suit l'Inquisition. Je rappelle que l'Inquisition, c'est un tribunal, tribunal mis par l'Église pour décider qui est hérétique, qui ne l'est pas. D'accord? Donc, il naît aux Pays-Bas en 1632 et il côtoie tous les milieux. Et il est en admiration devant Descartes. Mais être en admiration devant Descartes, c'est pas se soumettre à Descartes. Et c'est ce qu'il va faire. Il va s'opposer à Descartes intellectuellement. C'est-à-dire que vraiment, il y aura un véritable débat. Alors, on aurait pu croire qu'il fréquente les universités, non. Eh bien, il polie des verres de microscope pour survivre. Voilà donc voilà comment vit Spinoza en polissant. Et en même temps, Spinoza, comme il est juif, il va s'intéresser, n'est-ce pas, à la religion juive et aux textes sacrés. Et comme il veut comprendre ce texte, eh bien, il va commencer à, on va dire, l'analyser rationnellement. Et l'éthique sort après sa mort. Donc l'éthique, c'est son ouvrage. C'est son ouvrage. L'ouvrage s'appelle l'éthique. L'éthique de Spinoza. De Spinoza. Après sa mort. Pourquoi? Parce que Spinoza a été déjà excommunié à l'âge de 24 ans. D'accord? Pourquoi? Parce que on lui signifiait que ses idées étaient un véritable danger pour la religion juive. D'accord? Pourquoi? Parce que il introduit une séparation entre la foi et le savoir. Et qu'est-ce qu'il dit? Il distingue la religion juive de la superstition. Qu'est-ce qu'il dit de la superstition? La superstition, c'est qu'on fait délirer la nature en notre faveur ou en notre défaveur. C'est pas ça, la religion. La religion, c'est pas la superstition. Autrement dit, eh ben, c'est pas ou qu'à quoi un bon Dieu qui est nous. Ça, il dit, c'est pas l'étude rationnelle du texte. Les textes doivent nous apprendre la charité et la justice. Donc, quand on dit ça au 17e, on a dit, Boukta, contre nous, nous avons fermé, nous avons tué. Et c'est pourquoi l'éthique sort 2 ans après sa mort, volontairement. Pourquoi? Parce qu'il voulait éviter. Je rappelle que Platon a été condamné à boire la ciguë par rapport à ses idées. Donc le courage des intellectuels de cette époque-là n'est pas à, on va dire, n'est pas à démontrer. Parce qu'il s'agissait de vie ou de mort. Pour des textes, pour des ouvrages, aujourd'hui, qu'on peut lire et totalement librement. D'accord? Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit? La religion, il dit que la religion, c'est pas un dogme, mais elle doit encourager la justice et, on va dire, et la charité. La religion doit nous aider à nous débarrasser des pensées tristes, des passions tristes. Jalousie, parce que la jalousie,
c'est pas la lutte des classes, là. C'est la haine, la jalousie. La haine de ce que l'autre a et que je n'ai pas. Je vois pas en quoi c'est la lutte des classes, hein, la jalousie. Donc, voici des passions tristes qui vont vraiment pomper notre énergie, la tristesse, etc. Au contraire, il faut développer la joie, qui est la puissance d'agir. Quand je suis dans la joie, je peux effectivement m'engager. Quand je suis dans la tristesse, c'est le repli. Et qu'est-ce qui me permet de le faire? Eh bien, c'est la raison. Alors, Comment, pour nos téléspectateurs, comment tu définirais la raison? Comment faut-il c'est bien comprendre la raison? de me poser la question. D'abord, en philosophie, il faut toujours, pour définir, dire ce que n'est pas la raison. D'accord? Je veux dire que d'abord que la raison, c'est pas la même chose que la conscience. Je m'explique. Étymologiquement, la conscience, c'est la connaissance qu'on a de ses propres états. D'accord? On retrouve un niveau de conscience relativement moindre chez les animaux. Parce que mon chat, mon chien ressentent la douleur. Hein? Donc, c'est des sensations. D'accord? Par contre, la raison, c'est une faculté. Et cette faculté, comme son étymologie nous montre, puisque ratio veut dire mesure et calcul. Et c'est si vrai qu'en créole, on dit « manka kachile ». Comme quoi, le créole peut emprunter l'étymologie du français. Et c'est bien ça, c'est-à-dire que c'est la faculté de mesure et de calcul. Qu'est-ce que fait la raison? On va discerner, distinguer. Discerner le vrai du faux, ou encore le bien du mal. Donc, la raison, c'est cette faculté qui va me permettre d'écarter les passions tristes pour faire émerger des passions joyeuses. D'accord? Et c'est quoi la passion joyeuse? C'est cette capacité que j'ai de connaître mes limites et ce pourquoi je suis ce que je suis. Parce que pour Spinoza, plus on connaît, plus on est libre. Plus on connaît quoi? Plus on connaît nos limites. J'ai des limites, hein. Ben, ça, c'est intéressant, c'est une autre conception parce qu'on a souvent tendance à penser, comme je suis conscient de mes limites, ben, je suis limité, donc je suis triste. Non. C'est pas la joie, donc je constate, de gré ou de force, je constate que je suis limité dans cette situation, donc généralement, il y a de la tristesse. Et toi, tu dis, le fait de connaître ses limites, ça nous renforce. Ça nous renforce. Et ça nous donne plus d'énergie dans l'action que nous allons mener. Et bien évidemment, puisqu'une action est toujours limitée. Hein. Si je te dis que tu as 15 jours à faire un devoir, la pratique montre que l'élève fait le devoir 2 jours avant. Donc moi, bon, bah, 3 semaines, c'est pareil au même. Donc, d'accord, ils attendent le dernier jour. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Nous aussi, hein. Je peux me dire, le paquet de copies est là, je regarde, donc demain, après-demain, je peux procrastiner, hein, ce que nous faisons. C'est humain. Oui, simplement, à un moment donné, je me dis, non, stop. D'accord? Donc, c'est la raison qui me permet de dire stop. Et quand on a démarré, comme moi je dis, il vaut mieux travailler dans un temps limité, 1 heure, mais sans téléphone portable, sans rien, plutôt que 3 heures, et puis on répond au téléphone, on va à la cuisine, autrement dit, on ne fait rien. Donc voilà pour répondre à ta question, la connaissance de nos limites ne nous rend pas tristes, au contraire. Au contraire, ça nous permet de mieux engager des projets en temps limité, mais notre émission est en temps limité. Hein. Est-ce qu'on ne trouve pas plaisir à la faire, plaisir de lire, n'est-ce pas? D'accord, bon, oui. On peut lire 3/4 d'heure sans problème. D'accord. Donc, pour changer ma perception des choses, donc le fait maintenant de prendre conscience des limites que j'aurai, aussi bien d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel ou autre, c'est un moyen pour m'aider à réfléchir et entreprendre d'autres actions, me dire, mais tiens, voilà, je suis limité là, mais comment utiliser cette faiblesse-là pour me renforcer? Voilà, tout à fait.
Voilà. D'accord. Utiliser mes faiblesses pour les transformer en force. Oui, c'est-à-dire ce qui me permet de le faire, c'est la raison. D'accord. Alors, je voudrais m'arrêter sur le mot éthique parce que l'éthique, c'est pas la même chose que la morale. Et je le dis parce que on veut parler, par exemple, de moralisation de la vie politique. Ça n'a pas de sens. Je vais dire pourquoi, moralisation. Avoir une éthique politique, ça a du sens. Mais pas la moralisation. Qu'est-ce que la morale? La morale, c'est un ensemble d'impératifs, comme dit Kant, catégoriques. Autrement dit, tu dois le faire quoi qu'il t'en coûte. Un premier impératif moral, tu dois respecter l'autre. Et c'est un impératif catégorique, c'est-à-dire qui s'impose à moi. C'est pas un conseil. La morale impose une attitude. Dans l'action pratique, on peut difficilement. Pourquoi? Parce qu'il y a des inconnus, il y a des impondérables. Il faut pouvoir, je dirais, tenir compte des conditions. Il faut pouvoir naviguer et choisir le meilleur. Mais le meilleur parmi le pire. Mais le meilleur, c'est pas le parfait. C'est la différence qu'il y a entre le meilleur et le parfait. C'est pourquoi on dit, on fait au mieux. On ne demande pas à un élève d'être perfectionniste. On demande de donner le meilleur. Autrement dit, l'éthique, c'est une pensée de l'action qui est tournée vers le meilleur. La meilleure action possible dans un environnement qui peut être plus ou moins, on va dire, chahuté, plus ou moins difficile. C'est ça. Donc, l'éthique, c'est ça. C'est une pensée orientée vers le mieux-être, vers l'action. Donc, mais à ce moment-là, est-ce que l'idée de morale, ce ne serait pas un idéal, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que tout ne serait pas, par rapport à cette définition, est-ce que tout ne serait pas éthique? Oui, c'est ça. Éthique par rapport, tu as pris l'exemple de la vie politique, on pourrait prendre la vie professionnelle, la vie même familiale, personnelle. Eh bien oui, tout à fait. Tout à fait, nous sommes d'accord, parce que quand on regarde la morale au sens strict, pour l'appliquer, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'on est dans la perfection d'une action. Or, on sait bien, l'action n'est jamais parfaite. On est toujours tiraillé par des, on va dire, soit par des passions, soit on est face à des imprévus et il faut naviguer. Il faut naviguer entre les imprévus, entre les inconvénients de la vie quotidienne. Et je dirais, c'est pourquoi Aristote préfère parler d'éthique plutôt que parler de morale. Aristote, de l'Antiquité, déjà, on voyait que la question de la moralité, c'est une question qu'on peut poser théoriquement, d'accord? Tu ne mentiras point, voilà. Si tu as une exigence morale, mais papa, pourquoi tu as menti? Mais tu as dit que tu n'étais pas là et tu as dit que tu étais là. Ben, on est en porte-à-faux, toute la journée, tu as dit qu'il ne faut pas injurier au volant. Ah, c'est interdit ça. Ben, tu le fais. D'accord? Donc, on voit bien que parler de moralité au sens strict, rares sont les individus qui font. Sauf que si on est comme Kant, par exemple, tous les jours, il partait faire la même marche, au même endroit, à la même heure. Il était réglé comme un métronome. Alors, quand il a fait quelque chose d'extraordinaire, il n'est jamais sorti de chez lui à part de quelques kilomètres, mais il a toujours invité des gens différents à sa table. Autrement dit, il voyageait sans voyager. Donc, quand j'entends parfois des gens refuser ceux qui viennent d'ailleurs, je me dis, ils se privent de beaucoup de richesses quand même. D'accord? Bon, non, ça n'a pas de sens. Donc, l'éthique, je voudrais dire que il y a plusieurs livres. Il y a 5 livres. Alors, je donne les titres à titre indicatif. Le premier livre, c'est de Dieu. D'accord? Il va parler de Dieu. Dieu n'est pas un être supérieur,
Mais Dieu se confond avec la nature, pour Spinoza. Donc Spinoza, c'est un monisme, c'est-à-dire que la nature et Dieu, c'est la même substance. Il n'y a pas de... C'est pas Dieu me pilote à l'extérieur. L'homme fait partie de la nature comme Dieu fait partie de la nature. Et comme Dieu, je donne la parole, et comme Dieu fait partie de la nature, je suis une partie de Dieu. D'accord. Est-ce que c'est ce qu'on appelle ou on appelle le panthéisme? Oui, c'est ça. Oui. Donc le fait que dans la conception, la nature, Dieu, l'être humain... Identification. D'accord. Donc, et ça, c'est important. Donc ils font partie d'un grand tout. D'un grand tout. Et à partir du moment où on comprend ça, on comprend que l'homme n'est pas supérieur à la nature. C'est pas je fais ce que je veux de la nature, non. Il y a un respect. Déjà, à l'époque, c'est une écologie, c'est une forme d'écologie. Puisque on dit que l'homme fait partie de la nature. Il est un maillon de la nature. Et il a une phrase qui est importante. Il dit que l'homme n'est pas un empire dans un empire. Autrement dit, croire qu'on est un empire dans un empire, c'est croire que l'on peut dominer la nature et la diriger. C'est pas possible. Et toutes ces choses-là dont tu parles, il en parle dans l'éthique. Dans l'éthique. Qui est paru après sa mort. Oui. Pour éviter la mort. Oui, parce que j'essaie de rassembler les morceaux du puzzle par rapport à ce que tu dis. Je me suis dit, mais imaginons la réaction de... Tu as dit qu'il était juif à la base. Donc, des juifs, j'imagine des juifs qui entendent dire que, par exemple, Dieu, la nature, l'être humain, c'est un tout. Mais ça, c'est ce cas. S'il avait pris des pierres, ce serait, ce serait très gentil. Il aurait été lapidé. Donc, c'est pourquoi je dis que on peut difficilement penser sans un minimum de courage et de risque. Le risque, c'est pas seulement l'action. Hein. Le risque, c'est aussi d'aller à contre-courant. Hein. Ah ouais, parce que hurler avec les loups, c'est facile. Hein. Il y a les masses médias qui servent de caisse à résonance. Hein. Nos problèmes, hein. Non. Quand on hurle avec les loups, il n'y a pas de souci. Hein. Mais quand on va à contre-courant, ça, c'est notre conscience. On vous met la chape de plomb. Et à l'époque, poup. Oui, ça, c'est sûr que... Ouais, voilà. Donc, une telle affirmation... ça, c'est vraiment quelque chose de, on va dire, à l'époque révolutionnaire, et même aujourd'hui. C'est-à-dire que seulement chez les Grecs, les dieux n'apparaissent pas comme des êtres humains. Les dieux sont dans la cité, sont dans la cité. C'est pourquoi il y a le dieu de la pluie, etc. Donc pourquoi? Parce qu'ils vivent avec les hommes. C'est d'ailleurs pourquoi, dans l'Égypte antique, Pharaon, c'est représentant de Dieu sur terre. D'accord? Donc, les idées, la religion, ça fait partie de l'homme. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de transcendance. C'est ça. Et Spinoza en est conscient. Mais il dit qu'il y a la véritable transcendance, ça n'existe pas, c'est immanent. Autrement dit, que Dieu est dans la nature et nous sommes une partie de Dieu. Alors, le deuxième livre... c'est de l'origine et de la nature de l'esprit. Alors, pourquoi de l'origine de la nature de l'esprit? Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il n'y a pas un esprit détaché de la matière, du corps. Il y a esprit et corps. Alors, pourquoi? Il dit que le corps et l'esprit dérivent d'une même substance qui est la nature, même si il y a un langage différent. Un langage différent, c'est quoi? C'est que l'esprit fournit des pensées et le corps des sensations. Donc, il y a un langage différent, mais viennent d'une même substance. Mais il y a possibilité d'interaction. Et Spinoza, on peut prendre l'exemple, on va dire, du cannabis ou de l'alcool. Le cannabis ou l'alcool peut altérer à la fois l'esprit et le corps. Tout à fait. C'est la preuve que, en quelque part, voilà la preuve que nous sommes bien
dans cette interdépendance de l'âme et du corps. Est-ce que Spinoza fait partie... Alors, j'essaie de me souvenir de choses que j'ai lues, entendues étant en terminale, donc ça qui remonte à 2001, concernant justement le fait que tu aies parlé du corps de l'esprit. Je sais qu'il y a des philosophes qui parlaient de l'âme, mais l'âme, c'était pas souvent dans le langage parlé. Ouais. L'âme, pour le commun des mortels, serait un synonyme d'esprit, mais il y a des philosophes pour qui l'âme, c'est au contraire justement cette union du corps et de l'esprit. Oui. Est-ce que Spinoza est dans cette lignée? Oui, dans cette lignée. Si je peux comparer à Descartes, Descartes dit que l'âme est supérieure. L'âme est comme un pilote qui dirige le corps. L'âme, c'est le pilote. Le pilote et le navire, c'est le corps. Alors, avec beaucoup d'élégance, une élégance intellectuelle, bon, Spinoza dit non à Spinoza et à Descartes. Il dit non. Au contraire, il y a union des deux. Autrement dit, tout ce qui se passe dans l'esprit se passe dans le corps. Clairton, tout ce qui se passe dans l'esprit se passe dans le corps. Et réciproquement. Même si la traduction des deux est difficile, il n'empêche que les deux disent la même chose. Autrement dit, quand je prends du cannabis, il y a une altération. Bien sûr. Bah oui, ils disent la même chose. Hein. Alors, donc, pour Spinoza, et c'est ce qui fait dire à Spinoza que nul ne sait ce que peut le corps. Alors, j'aime bien cette formule, nul ne sait ce que peut le corps. Parce que par cette formule, il réhabilite le corps. Et le corps, traditionnellement, le corps, c'est le lieu des passions négatives, du péché. Le corps est dévalorisé, le corps nous a servi, etc. Et là, non. Il dit que, au contraire, ce n'est pas, il dit, une preuve de notre faiblesse. Au contraire, le corps est là pour nous aider à mieux penser, en interaction. Donc, il n'y a pas de supériorité de l'âme par rapport au corps. Et qu'est-ce qui nous montre ça? Le sommeil, la folie, le somnambulisme. Alors, il prend l'exemple du somnambule pour montrer que, finalement, cette union de l'âme et du corps, est bien présente. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que dans le somnambulisme, on croit pouvoir dire qu'on marche librement. Il va dire aussi, le bavard croit pouvoir bavarder librement. Alors qu'en réalité, il est totalement prisonnier de sa langue. Et oui, c'est son corps qui le pousse à parler. Que n'a-t-on pas dit à des élèves, taisez-vous, 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 et ils continuent à parler, et il faut les menacer de sanctions pour qu'ils puissent se bavarder. Et on leur demande pourquoi vous bavardez. Ah, madame, pour rien. Comme quoi que le bavardage, c'est une parole inutile dont on a besoin. Et c'est comme un automatisme du corps, puisque la personne s'interrompt, on lui demande, qu'est-ce que tu parles? De quoi parles-tu? Fais-nous savoir la conversation que tu n'as pas su taire. D'accord? Fais-nous part de cette conversation. Et l'élève répond ingénument, madame, je ne sais pas. Et je la crois. Pourquoi? Parce que on parle, parole capoter parole, parole caminer parole, et puis de quoi? De rien. Le fait d'être en contact, quoi. Bon, alors tu disais... Non, ce n'est pas... Donc, pour toi, ce n'est pas une connexion de l'esprit. Hein. C'est là aussi, c'est le corps qui... Oui, pour Spinoza, c'est le corps pour qui Spinoza, parle. oui. Oui, pour moi, quand j'explique Spinoza, je suis Spinoza. Mais Oui. je n'ai pas la prétention d'être Spinoza, mais bon, j'habite sa pensée. On va dire, ou inversement, sa pensée m'habite comme on veut, mais je n'ai pas cette prétention. Mais il faut faire Spinoza pour être Spinoza. Je comprends. Même si, Spinoza, c'est un auteur que j'aime. Donc, j'étais en train de dire, concernant cette union de l'âme et du corps, que nul ne sait ce que peut le corps,
je prenais l'exemple que prend Spinoza du bavardage. Il dit exactement, rien n'est moins au pouvoir des hommes que de tenir leur langue. On a beau dire aux gens, tu tiens ta langue, tu dis rien. Non, surtout pas, tu peux me faire confiance. Ah là là, qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire? Et puis ensuite, parole, capati. Et c'est ainsi que on va vers des choses très graves comme le harcèlement, etc. parce qu'on ne sait pas tenir sa langue. Alors, le bavardage, c'est donc l'illustration concrète que nul ne sait ce que peut le corps. Et les élèves le savent bien qu'ils ne cessent de bavarder sous l'effet d'une passion plus forte, parce que c'est une passion plus forte. Et la peur de la sanction seule les fait arrêter. Alors, il y a aussi les rêves. Les rêves aussi nous prouvent encore que nous ne sommes pas maîtres de notre corps. Et donc, croire qu'on va maîtriser notre corps, je dirais que ça relève d'une illusion. Ça ne dépend pas de moi que mon corps puisse s'emballer. Aucun médecin ne peut dire pourquoi celui-là a attrapé le Covid, il va le développer gravement ou pas. Il y a des comorbidités, oui, mais il y a des gens qui n'ont pas de comorbidité. Autrement dit, mon corps peut dysfonctionner. Je peux développer un cancer du poumon alors que j'ai jamais fumé. Oui, ça existe. Oui. Oui. C'est-à-dire que le cancer, c'est le résultat d'un dysfonctionnement de nos cellules. Et ça, il faut savoir l'accepter. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement autonome du corps. Parfois, on est réveillé par un état de sueur, mais on ne sait pas pourquoi. On transpire. C'est la preuve de la puissance de notre corps. Le corps est capable de nous réveiller. Ouais. Est-ce qu'avant de nous quitter, est-ce qu'il y a d'autres livres dans l'éthique ou bien... Alors, je continue pour te dire. Alors, ensuite, on a de l'origine, livre 3, de l'origine et de la nature des sentiments. D'accord. Alors, comme moi j'ai dit, il y a des sentiments. Les sentiments font partie de ce qu'il appelle affect. Les sentiments nous nourrissent. Simplement, dit Spinoza, il ne faut pas se laisser envahir, submerger. Et la raison est là pour canaliser, pas mettre la chape, mais canaliser cette énergie-là. Et ça, c'est important. Donc, il y a des passions tristes, comme moi j'ai dit, et des passions joyeuses. Je ne reviendrai pas dessus. Et puis, on a de la servitude humaine. Mais la servitude, servus, ça veut dire qu'on est soumis. C'est ça la servitude. Oui. On est soumis à quelque chose qui est extérieur à notre volonté. Autrement dit, notre volonté est confisquée par quelque chose d'extérieur à nous. C'est ça la servitude. Et c'est pourquoi, dans le livre 5, il parle de liberté. Alors, la liberté, je ne sais pas si j'ai le temps de parler de la liberté. Très rapidement. La liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut. La liberté, c'est tout simplement savoir exercer sa raison de telle façon de mettre de côté les passions tristes. C'est pourquoi il termine dans l'un de ses chapitres et il dit « Ni rire ni pleurer, mais connaître et posséder la vraie satisfaction de l'âme. » Comme d'habitude, nous finissons l'apothéose avec Marie-Laurence. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Marie-Laurence, qui nous permet de nous interroger sur le monde, de questionner le monde, nous dire, les choses sont comme ça, mais est-ce que ça peut pas être autrement? Est-ce que nous ne pouvons pas faire différemment? Peut-être on fait de cette façon depuis un siècle, depuis 5 ans. Pourquoi ne pas faire différemment en essayant de faire mieux? Avoir une éthique du salut par la joie. D'accord. Voilà. C'est toujours un délice, un plaisir, et j'espère, vous aussi, vous avez pu avoir ce délice.
Et j'avais même une pensée particulière à nos jeunes, par exemple, nos jeunes qui passent le baccalauréat. Ben, ça, c'est une belle opportunité. Avec Marie-Laurence, elle vous prépare pour le bac, là, Oui, très y a bien pas de là. souci. Elle vous aide à réfléchir pour l'épreuve du baccalauréat. Et même si on passe pas le bac, c'est toujours Ouais. moi, j'aime bien ces nuances que tu apportes entre Ouais. les termes. Par exemple, tu as parlé d'obligation, contrainte. Et nécessité. Nécessité. Voilà. En tout cas, si, comme Marie-Laurence, vous voulez venir sur ce plateau, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui va s'afficher, le 06 96 19 41 13. Et ce sera avec une grande joie que nous aurons le plaisir de vous accueillir sur ce plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Donc, je vous souhaite un bon après-midi. Bon après-midi, Marie-Laurence. Merci, Ludovic, et puis merci à vous qui nous écoutiez. Et nous vous disons à très bientôt. Voilà, merci.